Merci beaucoup. D'abord, je trouve que j'ai une tâche très difficile après l'orateur précédent, parce que je ne sais pas si j'aurai sa passion et sa fougue, et ni sa documentation, et puis je vais me concentrer sur un focus un peu plus précis, qui est celui du cancer du sein. Alors d'abord, je remercie l'association FORSC et son président, le docteur Izzeddine. Et puis j'ai rappelé ce que c'est qu'un spécialiste. Ce qu'on disait autrefois d'un spécialiste, c'était un spécialiste. Le spécialiste était quelqu'un qui connaissait de plus en plus de choses sur un sujet de plus en plus petit, de plus en plus étroit, jusqu'à ce qu'il sache tout sur rien. Et quand je vois le programme de votre congrès de médecine générale, je me dis, mais j'aurais jamais été capable de faire de la médecine générale. J'ai jamais été foutu d'équilibrer un diabète, j'ai jamais rien compris à l'hypertension artérielle, sauf quand on libérait les sténoses de l'artère rénale à l'époque. Et donc, je ne peux pas, moi, me passer de médecin généraliste pour mon exercice professionnel dans la prise en charge des cancers du sein en particulier. Alors, ce chiffre, ça va avec les chiffres qui nous ont été présentés par les orateurs précédents et ceux de M. Mahouni. Il y a une augmentation des cancers et les projections qui ont été faites par nos confrères anglais montrent qu'à l'horizon 2040, il manquera dans le monde 5 millions de chirurgiens pour opérer les cancers et 7 millions d'anesthésistes. Alors vous allez me dire, il va manquer probablement encore plus de médecins généralistes, mais ça veut dire qu'il y a une augmentation des cancers, principalement dans l'Afrique subsaharienne, dans ce qu'on appelle les LMIC, Low and Middle Income Countries, parce que progressivement, on contrôle justement le diabète, l'hypertension, la malaria, l'HIV, et que, comme très joliment la file de consultants du médecin généraliste vieillit, et quand on vieillit, eh bien, on a plus de cancers, et ça, tout le monde le sait. Donc, nous n'allons pas, nous les cancérologues, manquer de travail à l'horizon 2040. Je ne sais pas si je serai encore là pour venir faire des topos à Rabat ou dans d'autres endroits au Maroc, mais il y aura en tout cas du travail pour ceux qui s'intéresseront à la cancérologie. Alors, je suis content de ce que vous avez dit tout à l'heure et des applaudissements qui ont parlé, qui ont survenu sur les problèmes de la communication pour le suivi du patient, de sa famille et de l'équipe soignante. C'est un véritable problème qui sera peut-être réglé par l'informatique, l'intelligence artificielle, mais ça n'est pas que de la communication, parce qu'il faut établir un langage commun. Si je vais dans un souk à Rabat et que je vais rue des Consuls demain matin ou acheter des poteries juste à côté, si je n'arrive pas à commencer pour négocier, parce que je ne vais pas quand même payer le prix qu'on va me proposer, pour négocier, il faut qu'on trouve un langage commun. S'ils parlent que marocain et moi que français, on ne va pas arriver, moi, à acheter une poterie pour ramener à mon épouse, pour ne pas me faire engueuler en disant « t'es encore parti au Maroc et tu ne me ramènes rien comme cadeau », mais je ne pourrais pas établir de dialogue. Donc le dialogue est un langage commun, c'est très difficile. Et c'est très difficile parce que l'idéal, le rêve, c'est le dossier médical partagé. Le patient, comme il y a dans certains centres anticancéreux, libéraux ou privés ou hospitaliers, ou etc., il y a des dossiers médicaux partagés, c'est-à-dire que le patient ou la patiente se balade avec son dossier, mais qui peut être extrêmement mince, et qui peut devenir au fur et à mesure de l'évolution extrêmement volumineux. Et il y a un problème qui est très important, qui est le niveau socio-culturel. Parce que vous ne pouvez pas donner les mêmes informations à quelqu'un qui habite Rabat, qui est avocate et qui a 3 enfants, un mari établi, etc., et donner la même information à une bergère de l'Atlas, du Moyen Atlas. D'abord, l'information va être difficile à transmettre. Ensuite,
très probablement, notre avocate de rabat va ranger son dossier dans un bon endroit, mais par contre, la bergère de l'Atlas va probablement pas avoir d'endroit, et s'il y a en plus un tremblement de terre qui arrive et que sa maison s'écroule, son dossier médical va disparaître. Mais c'est un rêve, ce dossier médical partagé. En France, qui a été un peu critiqué par mon collègue précédent, mais en France, ça marche très bien pour les enfants. Le carnet de santé pour les enfants, ça marche très bien entre les généralistes, les pédiatres, les spécialistes. Il n'y a pas de problème, les vaccinations sont tamponnées, sauf quand ils font des faux par des antivax, mais ça c'est une autre chose. Mais ça marche pour les enfants. Ça n'a jamais marché en France pour les adultes. Allez comprendre pourquoi. La Caisse nationale d'assurance maladie a dépensé des millions et des millions, s'est fait racler de millions et de millions plutôt par des informaticiens indélicats, mais enfin, voilà, c'est compliqué. La réalité, donc, le niveau socio-culturel, les médias, les réseaux sociaux, l'ennemi du médecin, docteur. J'ai vu l'autre jour sur Internet qu'il y avait un nouveau médicament pour le cancer, ou contre le cancer, et je voudrais que vous me le prescriviez. Ah bon, c'était quoi? Oh, il y avait des initiales, je n'ai pas tout bien compris. Vous voulez parler des cartes T-cell, peut-être? Oui, c'était peut-être bien ça. Eh bien, madame, vous avez juste un petit cancer du sein de rien du tout. Les cartes T-cell, on va plutôt les garder pour le myélome en énième forme de récidive. Donc les médias nous nuisent beaucoup, que ce soit pour les spécialistes ou les généralistes. Combien de patients viennent vous voir en disant, en arrivant avec leur diagnostic et leur indication thérapeutique? Alors c'est vrai qu'on nous avait appris quand on était petit qu'au début d'une consultation, il fallait se taire, écouter les patients. En général, on les interrompt au bout de 1 minute et demie. Mais si on les écoutait, eh bien, ils nous faisaient le diagnostic, la proposition thérapeutique. Comme pour les enfants, on disait, quand un enfant est amené par sa grand-mère, la grand-mère a fait le diagnostic et qu'elle fait le traitement, vous n'avez plus qu'à signer la prescription, parce que la grand-mère, quand elle est à son énième petit-fils ou petite-fille, eh bien, elle a fait le diagnostic avant vous. Alors, il faut aussi savoir que, à l'inverse du diabète, de l'hypertension, il y a un contexte d'émotion et de peur dans le cancer. Vous êtes face à des gens qui ont peur, une famille qui a peur, et les médecins qui ont peur, les infirmières qui ont peur. Tout le monde a peur. Cancer, c'est un synonyme de mort. Donc il faut être capable de dominer, contrôler sa peur, la gérer et apprendre aux patients à gérer cette émotion et cette peur. Et puis, j'ai parlé des réseaux sociaux, et c'est aujourd'hui un grand problème auquel nous sommes confrontés en cancérologie, enfin nous sommes tous ici confrontés en cancérologie, c'est les médecines alternatives. Et je vais prononcer, c'est la AIN, qui est les sorts qu'on jette, et je me souviens qu'il y avait une communication à la Société française de sénologie et de pathologie mammaire d'un de nos collègues marocains qui avait parlé de ce problème qu'il avait dans la vie quotidienne, de son activité quotidienne, de cette haine qui était vraiment quelque chose de très difficile à gérer. Et puis les marabouts divers, les donneurs de conseils, ceux qui ont les régimes sans sucre, sans gluten, sans tout ce que vous voulez. Et vous savez pourquoi, petite anecdote, pourquoi on dit qu'il faut des régimes sans sucre quand on a un cancer? Vous savez, pour une raison très simple, c'est qu'il y a, quand on fait un TEP scan, on utilise du 18-fluorohydroxyglucose. Et si donc on supprime le glucose, eh ben les cellules n'auront plus de glucose pour manger, donc elles vont mourir. Sauf que Claude Bernard a parlé de la fonction glycogénique du foie, qui fait que le foie va synthétiser tout le sucre nécessaire à l'organisme, sauf le fructose qui est fourni par le miel. Donc, l'histoire du régime sans sucre, c'est nul. Mais vous ne pouvez pas, vous, médecin généraliste ou même moi, spécialiste, expliquer à quelqu'un, parce qu'il y a eu des livres entiers, si vous allez visiter la FNAC, vous verrez tous les régimes anti-cancer que vous pouvez trouver. Donc,
on est dans un contexte, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de soigner les cancers que ça ne l'était il y a 10, 15 ou 20 ans, en raison de ces réseaux sociaux. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Alors, la place du généraliste, eh bien, tous nos ministres disent il faut mettre le généraliste au centre de la prise en charge du patient. Pauvre généraliste, il est au centre du diabète, il est au centre de l'hypertension, il est au centre de la psychiatrie, il est au centre de la cancérologie, il est au centre de la phlébologie, il est au centre des coxarthroses, il est au centre de tout ce pauvre généraliste. Alors c'est difficile pour vous, et surtout si la communication n'est pas bonne, c'est difficile pour vous de prendre en charge les patients. Alors vous êtes présent quand? Vous êtes présent au moment du diagnostic initial, le dépistage, vous pouvez influer sur le dépistage, inciter les patientes à faire des mammographies. L'autopalpation, je ne suis pas très convaincu, parce que si on fait trop d'autopalpation, on s'en déboule tout le temps, et si on n'en fait pas assez, ben on sent rien. Donc je ne suis pas absolument convaincu mais ça peut déjà apprendre. Par exemple, en Tunisie, comme les femmes tunisiennes avaient moins d'enfants, eh bien, le système sanitaire utilise les sages-femmes pour faire ces dépistages cliniques précoces de tumeurs. Donc, vous pouvez prescrire l'imagerie, il faut récupérer les comptes rendus des radios, parce que ça, en France, c'est obligatoire que celui qui a prescrit récupère le compte rendu pour pouvoir ensuite adresser à qui de droit. Maintenant, si vous avez une secrétaire qui scanne tout, qui range et qui ne vous montre pas les examens, vous risquez de rater un examen. C'est un des inconvénients de l'informatisation à outrance. Bon, prescrire la biopsie, en règle générale, c'est le radiologue, parfois, qui vous téléphone en disant « j'ai vu Madame Machin, il faut lui faire une biopsie, t'es d'accord ?» Et la réponse, évidemment, elle est « oui, fais la biopsie, puis je reverrai la patiente avec les résultats de la biopsie. » Et ensuite, c'est vous qui allez décider de l'adressage à l'équipe spécialisée. Alors l'adressage, et c'est là où je nuancerai peut-être un petit peu ce qui a été dit par mes collègues avant, l'adressage, vous avez des réseaux. Alors on essaie de formaliser des réseaux, mais vous avez aussi des gens avec qui vous avez déjà travaillé, avec qui vous avez confiance. Il y a un centre privé qui n'exagère pas sur le plan financier. Si vous devez envoyer votre patient à un grand centre, à Casa, Rabat, Marrakech, n'importe quoi, il y a des délais qui sont très importants. Et les centres, ce qui est une orientation en France à l'heure actuelle, c'est de faire des centres experts. Mais des centres experts, ce n'est pas pour la scénologie encore, mais il faut quand même que ce soit des centres qui soignent au minimum 70 cancers du sein par an. Pour les ovaires, il faut plus de 30 ovaires de stade 3 ou 4 pour qu'on puisse maintenant opérer ces patients. Mais la liste risque de s'allonger, et si la liste s'allonge, les délais s'allongent, les tumeurs grossissent, et le pronostic en pâtit. Donc, c'est d'adresser à une équipe spécialisée qui est proche, privé, public. Ce qui est important, c'est le malade. Ce n'est pas que ça soit privé ou public. Ce qui est important, c'est le malade. Alors, diagnostic initial, vous êtes au début. Normalement, on vous informe. Après la réunion de concertation pluridisciplinaire, on établit un projet personnalisé de soins qui comporte chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. Alors, je vous rappelle comment on décide dans une RCP. On décide par la classification TNM, qui est une vieille classification de Pierre Denoy, de Gustave Roussy, des années 50. La taille de la tumeur, la présence de ganglions palpables, nodes en anglais. Pourquoi ils ont mis ça au lieu de G? Bon, ben, voilà. Et M, présence de métastases. Puis ensuite, on classifie grade, carcinome infiltrant, canalaire, lobulaire ou autre, le dosage des récepteurs hormonaux, la prolifération, l'index mitotique, la surexpression d'HER2. Et puis, il y a maintenant partout, en France, à Paris, en France, au NCCN, donc aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, toutes les des protocoles de traitement de tous les stades TNM
des malades. Et puis vous pouvez aussi faire maintenant, de façon plus sophistiquée, mais ça c'est après des questions de remboursement qui sont très variables en fonction des pays, avec des tests qui sont pronostiques ou prédictifs. Le Predict NHS, qui est un test anglais. Alors moi, je n'aime pas beaucoup les Anglais parce qu'on a du mal au rugby avec eux, mais indépendamment de ça, ils ont quand même un certain nombre de qualités. En particulier, vous mettez sur Internet et vous faites avec votre patiente le Predict NHS et vous voyez que, par exemple, pour tel type de tumeur, avec la chirurgie seule, elle a 70% d'être survivante à 10 ans. Si vous rajoutez de l'hormonothérapie, vous gagnez 5 ou 10%. Avec la chimiothérapie, vous gagnez soit 1 ou 2%. Vous leur dites, bon, bah, c'est pas très intéressant. Ou au contraire, si c'est une tumeur très proliférante. Et vous pouvez faire ça au quotidien, au cabinet. Moi, je le fais pratiquement systématiquement. Et puis, en post-opératoire, vous pouvez faire des signatures moléculaires, Oncotype DX, Predict, PAM50, etc., qui vont qui vous fournissent des informations pronostiques, aussi prédictives, de dire, bah, écoutez, là, vraiment, c'est tel type de traitement que vous pouvez faire plutôt que tel autre. Et ça devient très spécialisé pour nous, mais ça peut se retransmettre en bon français à un médecin généraliste, au médecin généraliste qui vous a adressé la patiente. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une lettre et un dictaphone, avec une dictée vocale. Et puis, dans les années qui vont venir, les cellules circulantes, une petite prise de sang, vous aurez des cellules circulantes qui vous permettront de suivre l'évolutivité de la maladie de votre patiente. Et le New Generation Sequencing, c'est la séquence du génome qui va vous permettre, et qui va très vraisemblablement révolutionner, toujours avec l'intelligence artificielle, parce que le nombre de paramètres qu'il faut analyser pour faire un NGS est très important, mais c'est très certainement l'avenir en la matière. Alors, le généraliste, il est toujours là après le traitement. La patiente est sortie, le chirurgien est content, mais ils sont toujours contents, les chirurgiens, ils ont fait toujours une bonne opération avec un très bon résultat esthétique. Ça peut se discuter, mais enfin bon. Donc les chirurgiens sont contents, et ils ont mis des drains, mais parfois, il y a des épanchements de lymphe, des hématomes, des suppurations, et comme le chirurgien n'est pas joignable, que sa secrétaire est en télétravail, et que les transports en commun sont en grève, voilà, vous voyez à peu près la situation, ça tombe sur qui? Le généraliste. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a eu un curage axillaire et qui a une énorme orange sous le bras. Eh bien, est-ce que c'est vous qui allez faire la ponction de lymphocèles ou pas? Et ça fait partie de ces questions. Et si vous essayez de les joindre au téléphone, c'est justement jamais. Et comme en plus, la plupart du temps, les patientes qui ont ces complications viennent vous voir le vendredi soir, veille du week-end, eh bien, voilà, c'est une situation qui est hélas quotidienne. Radiothérapie, les radiothérapeutes, ils n'ont jamais de complications. Et leurs malades, ils sont fatigués, mais c'est le transport qui les fatigue. Ça fait 40 ans que je fais de la cancérologie, 40 ans que les radiothérapeutes disent que la radiothérapie, c'est pas fatigant. Mais ils sont idiots ou quoi? J'espère qu'il n'y a pas de radio... Il n'est pas là, Habib? Bon, ça va. Mais évidemment que c'est fatigant, la radiothérapie. C'est comme si moi, j'opérais et que je disais aux patients, vous allez voir, j'opère, mais je n'ai pas de cicatrice. Ça n'existe pas. Aux Philippines, il y a une époque, ils opéraient, ils n'avaient pas de cicatrice. Mais la radiothérapie, ça fatigue, il y a des réactions cutanées, et en plus, au Maroc, c'est embêtant, parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a des gens qui ont des piscines ou qui vont au bord de la mer, et il faut dire aux gens, non, il ne faut pas que vous exposiez votre peau irradiée au soleil. C'est pas facile quand on amène les enfants à la plage de ne pas les exposer au soleil. Ce d'autant que quand on se baigne, eh bien l'eau ça fait loupe, et puis on se dit non, mais je me mets bien à l'abri du soleil à midi. Mais les rayons, justement, c'est le matin et le soir qui réverbèrent et qui sont les plus dangereux. Chimiothérapie, on va en reparler. Soins de support, on va en reparler aussi. Et la tolérance à l'hormonothérapie, qui est un gros problème et sur lequel on va insister. Alors, la tolérance à l'hormonothérapie, il faut savoir que les patientes qui reçoivent de l'hormonothérapie, il y en a 40% qui vont arrêter leur hormonothérapie
au bout de 2 à 3 ans, alors qu'une prescription d'hormonothérapie, les recommandations, les protocoles, ça dit 5 ans. Donc on est en droit de penser que de ne prendre que 2 ans, c'est insuffisant. Ce sont des douleurs ostéo-articulaires, une sécheresse vaginale qui pose des problèmes dans le couple, des bouffées de chaleur, etc., etc. Et alors, le problème, c'est les protocoles. Le protocole qui a été établi par l'étude ATTAC il y a 20 ans, c'est 1 comprimé d'inhibiteur d'aromatase par jour. Voilà. Voilà, madame. L'ordonnance est là, vous pouvez rentrer chez vous. Et comme autrefois, un de mes vieux professeurs de gastroentérologie disait, à une certaine époque, les patientes qui avaient des hernies hiatales, on les envoyait chez le psychiatre. Eh bien, aujourd'hui, il y a des patientes qui se retrouvent avec un inhibiteur d'aromatase et qui vont chez le psychiatre. Or, le médecin généraliste, c'est celui qui connaît les comorbidités, les associations des médicaments, parce que l'absorption d'un médicament, elle varie si vous prenez des inhibiteurs de pompe à protons. Et puis, il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a qui pèsent, qui sont hypertendues, et vous pouvez adapter les doses. Mais ce n'est pas le protocole, vous disent les oncologues médicaux. Ce n'est pas le protocole, mais si vous diminuez la dose par 2, vous démontrez qu'il n'y a pas de risque vital pour la patiente. Il va même peut-être y aurait-il un risque, mais au moins, la patiente ne va pas arrêter purement et simplement le traitement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de vérifier que les patients prennent les traitements. Vous n'allez pas aller faire les dosages sanguins du taux d'inhibiteur d'aromatase sanguin. C'est de la pharmacologie très sophistiquée, vous ne pouvez pas faire ces trucs-là. Donc l'adaptation de la dose, parce que nos mêmes collègues oncologues médicaux, quand ils font une chimiothérapie, première cure de chimiothérapie aux doses recommandées, et la patiente fait une aplasie médulaire après la première cure de chimio, eh bien la cure de chimio suivante, ils pondèrent les doses. Ils vont les adapter en fonction de l'âge. Et il est bien évident qu'une femme de 70 ans ne va pas avoir la même tolérance qu'une femme de 50 ans à une dose identique, même avec un poids identique. Alors, tolérance à c'est un problème important. Retour à la vie ordinaire. Eh bien, les cancérologues, pour les cancérologues, il n'y a que les cancers. Et ils ont inventé, mes collègues cancérologues médicaux, puisqu'il y a des chirurgiens cancérologues, mais les cancérologues médicaux ont inventé récemment un terme qui s'appelle le RWE, Real World Evaluation. Eh bien, ça veut dire, j'ai eu quelques mouvements d'humeur avec des oncologues médicaux, ça veut dire que les gens ont une vie à côté du cancer. Ils ont, par exemple, un mari, ils ont des enfants, un travail, une maison à gérer. Ils prennent d'autres médicaments. Et ça, dans la RWE, on étend tout le monde, tous les oncologues maintenant disent « Ah, c'est génial la RWE, on se lance là-dedans, on va mettre toujours un peu d'intelligence artificielle pour avoir l'ensemble des paramètres, mais c'est ça la vraie vie. Et qui connaît la vraie vie des patients, sinon les médecins généralistes, encore plus quand ils font des visites à domicile, ce qui est de plus en plus rare, en tout cas à Paris. Alors, les médecines douces, j'en ai déjà parlé, les médecines, ce qu'on appelle les médecines non interventionnelles, il y en a 440 qui ont été décrits par l'Organisation mondiale de la santé. La naturopathie, la vertébrothérapie, l'ostéothérapie, la méditation pleine conscience, le tai chi, la psychiatrie, la psychanalyse, les entretiens, etc. Je peux en parler, puisque 440, ça fait beaucoup. J'ai fait quelque chose que je ne devais pas, je pense. Poussez-vous à la régie, s'il vous plaît. Donc 440 médecines douces. Et ce qui est intéressant dans ces médecines douces, c'est cette notion que non... J'arrête de troucher ce truc-là parce que manifestement ça ne va pas. Ce qui est intéressant dans ces médecines douces, c'est la temporalité. La temporalité, les hospitaliers n'ont pas cette notion que ce qui est vrai à la sortie de l'hôpital au décours de l'intervention ne sera pas vrai un an plus tard
et cette notion du patient un an plus tard ne sera de nouveau pas vraie au bout de 2 ans, 5 ans, etc. Et seuls les médecins généralistes connaissent cette temporalité. Ils voient les patients qui se suivent. Donc ce soutien psychologique, entretien, médicaments, mari-enfant, c'est cette notion de temporalité que vous avez beaucoup plus, car quand vous demandez à un psy hospitalier, le maximum de temps qu'il voit les patients au décours du traitement d'un cancer, c'est 6 mois. Or, vous avez des patients dont vous avez un dossier où il y a 20 ans de suivi. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. Alors, ça, c'est pour vous montrer la simplicité de la recherche sur le cancer à l'heure actuelle. Vous voyez qu'il y a essentiellement de la recherche en chimiothérapie. Je ne vais pas dire du mal de l'oncologie médicale et des laboratoires grâce auxquels les congrès de cancérologie n'existeraient pas. Mais vous imaginez à peu près toutes les sphères de recherche qu'il y a dans le cancer. J'ai trouvé que la diapositive était jolie et c'est pour ça que je la présente, mais je ne vous avais pas du tout besoin de regarder trop, sauf peut-être un tout petit endroit, on s'aperçoit qu'il y a 1% des budgets de recherche qui est consacré à la chirurgie par rapport à l'oncologie médicale au sens large du terme à l'heure actuelle. Mais comment voulez-vous pouvoir suivre ça en médecine générale? Parce que vous pourriez retrouver la même image en diabète, en hypertension, en rhumatologie, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des moyens pour se tenir au courant et être... voilà. Alors, chimiothérapie, on a beau essayer d'expliquer aux patientes qu'elles vont en bénéficier, c'est quand même un synonyme de gravité, il n'y a pas de doute. Avec des effets secondaires affreux, ils perdent leurs cheveux, et c'est une chose visible. Et j'ai un souvenir d'un de mes collègues oncologue médical qui me disait, hématologiste, pardon, qui me disait, ben non, nous, ça ne nous pose pas le problème, l'alopécie, parce que de toute façon, dans le service, elles sont toutes alopéciques. Je lui avais dit, mais t'es con ou quoi? Donc elles sont toutes déprimées parce qu'elles n'ont plus de cheveux, mais vous avez tellement l'habitude que vous en parlez même plus. Mais, oui, alors il avait été un peu troublé, puis on était parti à autre chose. Donc une partie de ces effets secondaires sont gérés par l'équipe soignante, les facteurs de croissance pour remonter les globules. Il y a maintenant, pratiquement chaque centre de traitement de cancer a une unité socio-esthétique, et puis en fonction des endroits, et je suis tout à fait d'accord sur l'histoire qu'a dit mon collègue tout à l'heure, sur, par exemple, l'exercice physique. L'exercice physique, croyez pas que les Françaises font plus d'exercice physique que les Marocaines. Elles mangent peut-être de moins bonnes choses, les Françaises, mais elles n'en font pas plus. Et il y a pratiquement que 10 à 20% des femmes qui ont commencé à faire de l'exercice physique au décours de leur traitement qui continuent. Parce que faire de l'exercice physique, c'est chiant, et si on n'en faisait pas avant, eh ben c'est difficile de faire de l'exercice, ça nécessite du temps. Et puis si la femme va à la piscine, qu'on lui a rendue gratuite dans la ville de Salé, par exemple, je ne sais pas, notre directeur de la ville, comment ça s'appelle, Wally de la ville de Salé, peut mettre à disposition des femmes qui ont un cancer du sein des heures de piscine. Mais si c'est 6 heures du soir et qu'elles peuvent aller nager de 6 à 7, donc les femmes vont être très contentes, elles vont aller nager de 6 à 7. Et puis quand elles rentrent à la maison, le mari est rentré, les gamins sont rentrés, le mari lui dit mais t'as pas fait la bouffe, les gamins n'ont pas fait leur devoir, et elles ne vont pas continuer à faire d'exercice physique pendant longtemps. Hein. Il faut trouver un exercice physique dans lequel elles s'amusent, où elles ont des amis avec lesquels elles vont faire les choses. Il y a en France une association qui s'appelle la CAMI, qui est une association d'exercice physique pour les patientes qui ont eu des cancers, mais encore faut-il que ça soit accessible. Et si je reprends ma bergère du Haut-Atlas, on va remarquer, elle doit faire de l'exercice physique derrière ses chèvres. Mais c'est pas simple quand on n'a jamais fait d'exercice physique. De temps en temps, on a des sportifs de compétition qui disent non, je voudrais pas faire la chimio là parce que je fais un marathon la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez me décaler? Bon.
Ça arrive. Mais globalement, c'est difficile et on sait que ça, avec de nouveau la temporalité, cet exercice physique, elle l'abandonne. Les régimes. J'ai été voir mon cardiologue la semaine dernière, je lui ai dit, tu ne trouves pas que je suis un peu en surpoids? Il m'a dit, oh là là, arrête les régimes, de toute façon, tu vas en commencer un, puis comme tout le monde, tu vas arrêter, évidemment, tu vas aller bouffer chez des copains, ils vont te servir un coup de rouge, tu vas forcément, bon, alors arrête avec ton poids. Et c'est ça la vraie vie, la real world evaluation, c'est qu'on ne... on ne tient pas, c'est comme les vœux qu'on se fait le 1er janvier en disant qu'on va dire du mal de personne pendant un mois. Et le lendemain, on a déjà bavé sur je ne sais pas combien, notamment sur les collègues qui ont été pas déontologiques avec vous. Donc c'est compliqué, cette période de l'après-cancer. Alors, il y a des soins de support, mais les soins de support, c'est fait par les oncologues médicaux pour permettre aux patientes de recevoir les traitements de chimiothérapie. Mais ça n'est pas l'après-cancer qui est le retour à la vraie vie et où les femmes étant passées par cette épreuve initiatique du traitement du cancer vont pratiquement toutes à un moment quelconque faire un syndrome dépressif qui se manifestera de diverses façons et que ça va prendre du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et est-ce que ça doit être pris en charge par les cancérologues? Qui doit prendre en charge cette période de l'après-cancer? C'est une question qui est ouverte à l'heure actuelle. Alors, comment faire pour ne pas récidiver? Je l'ai dit, exercice physique, contrôle du poids, alimentation saine et équilibrée. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il y a du bon sens. Et quand les patientes me disent « Docteur, qu'est-ce qu'il faut que je mange pour ne pas récidiver ?» Et je leur donne la recette que donnait le professeur Trémolière, qui avait renourri les prisonniers qui sortaient des camps de concentration après la Deuxième Guerre mondiale. Trémolière disait « Ce que tu aimes est bon pour toi, surtout si tu le partages avec des bons amis. » Et qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Parce que si vous mangez que des trucs dégueulasses, là, du quinoa, du brocoli, du gingembre, c'est ce que ma fille mange tout ça en permanence parce qu'elle pense que c'est bon pour sa santé, et ils vont arrêter, forcément, c'est pas bon. Les régimes Ducamp où on bouffait, on l'avait surnommé évidemment Ducon en France, où on mangeait plus que de la dinde, etc. Ah oui, toutes les secrétaires de Curie à l'époque avaient perdu entre 10 et 15 kilos, et puis elles ont arrêté Ducamp parce que c'était pas bon, et elles ont toutes repris leur poids antérieur. Donc c'est bien, oui. Comment faire pour ne pas récidiver? C'est une direction vers laquelle on tend, mais je pense qu'il est extrêmement important que les généralistes puissent recadrer en disant arrêtez, ne pensez pas que le remède miracle du docteur Machin qui a écrit un bouquin sur le sujet et qui est passé à BFM TV va vous sauver la vie. Restez d'abord, en plus au Maroc on mange tellement bien que c'est difficile et vous avez des produits frais parce que contrairement à ce qu'a dit mon collègue sur la Finlande et la Suède, il faut quand même reconnaître qu'on y bouffe mal. C'est horrible, tout est sous plastique, etc. Il fait tellement froid que personne n'a envie d'y vivre non plus. Donc, alors, bon, voilà, excusez-moi, j'ai pas pu... J'ai une belle-fille suédoise, c'est pour ça que j'en parle. Mais, donc, il faut, finalement, de perdre 6 mois à la fin et de souffrir et de se contraindre, la qualité... C'est la qualité qui est importante de la vie que vous menez. Si vous menez une vie, ou comme les couples des diabétiques qui ont une balance sur la table et qui, quand ils sont à dîner, qui pèsent les aliments au gramme près pour être sûr que... Quel enfer! Moi, je préfère mourir plus vite, mais faire des bonnes bouffes. Voilà. Mais c'est une vision très personnelle de cancérologue. Hein. Alors... Il y a d'autres sujets qui sont plus compliqués, qui sont ceux, par exemple, la fertilité. La fertilité, le cancer qui survient chez la femme jeune, en règle générale, les femmes jeunes ont souvent de la chimiothérapie, donc il faut penser à préserver faire une préservation ovarienne, et il faut là que vous ayez un lien
avec une structure hospitalière qui va pouvoir prélever rapidement, en urgence, et congeler comme il faut les ovocytes qui ont été obtenus après stimulation. Quand le cancer survient en cours de grossesse, bon, schématiquement, c'est interruption dans le premier trimestre, chimiothérapie possible dans le troisième trimestre. La question reste ouverte et non résolue pour les femmes qui sont en deuxième trimestre de grossesse. L'allaitement, si une femme a été irradiée ou si elle n'a qu'un seul sein, en général, on déconseille l'allaitement. Possibilité de grossesse après cancer du sein. Ça, c'est très important, et notamment dans les pays de l'islam, où le mari supporte très mal que sa femme ne soit plus fertile. Et nous avons un certain nombre de cas, tous dans notre expérience, je pense dans la vôtre également, où des femmes ont refusé des traitements d'inhibiteurs d'aromatase ou de décapeptile ou de choses dans ce genre-là, parce qu'elles ne voulaient pas que leur mari, finalement, les répudie parce qu'elles n'étaient plus fertiles. Et ça, c'est une vraie vie, et ça, elles en parlent beaucoup avec leurs généralistes. Ça, il vous reste 10 minutes. Pardon? Il vous reste 10 minutes, y compris les questions. Je suis sûr que votre communication... Je me dépêche, alors. Non, je suis sûr que votre communication va susciter beaucoup de réactions de Los Angeles. Ben, tant mieux. Alors, donc le généraliste va arbitrer. Le suivi, qui, comment, combien de temps, faut-il surveiller souvent les patientes à risque? Mais chaque consultation est un facteur d'angoisse. Et si vous dites, madame, vous êtes à risque, hein, faut vous surveiller de façon attentive. Vous vous rendez compte le désastre psychologique. Plus on fait d'examens, plus on angoisse les patients. Mais moins on en fait, elles sont toujours aussi angoissées. Et puis, une question. Si vous avez des amis cancérologues, vous pouvez cancérologues médicaux, vous leur dites, quand est-ce qu'on retire le PAC? Bonne question. Moi, je pense qu'il faut retirer le PAC le lendemain de la dernière chimiothérapie. Mais il y en a qui disent, non, il faut attendre 2 ans. 2 ans, c'est le pic de récidive. Ah bon, tant que j'ai mon PAC, ça veut dire que je suis à risque de récidive? C'est difficile. C'est un problème qui est complètement non réglé parmi la communauté cancérologique. Prédisposition génétique familiale, vous savez, mais c'est vous qui connaissez les familles. S'il y a 3 générations successives de cancer du sein, des cancers du sein bilatéraux, des cancers des ovaires, des cancers triple négatifs, des cancers du sein chez l'homme, eh bien, il faut faire une recherche de mutation parce que ça peut modifier la prise en charge. La recommandation qui était de faire une mastectomie bilatérale, une variectomie bilatérale, c'est plus vrai. Une conservation mammaire et un suivi régulier peut être une alternative à la chirurgie radicale. Et puis les essais de fimbrimectomie, c'est-à-dire d'ablation de la trompe et des ovaires, permettent de garder les ovaires jusqu'à la ménopause et là, à ce moment-là, leur faire l'ovariectomie. Et ça, c'est à discuter avec les généticiens. Et ça, les généticiens ont, en tout cas en France, l'obligation légale d'informer les patientes et les patientes qui ont également l'obligation légale d'informer leur famille qu'elles sont porteuses d'une mutation prédisposante. La récidive, bon, de nouveau, vous êtes en première ligne, dépistage, diagnostic suivi, je vais aller un peu plus vite. Les métastases, et je pense qu'il faut savoir s'arrêter et proposer, le moment venu, une approche palliative avec la règle des 3 P qui est pas mal, pas soif, pas peur. Mais les services de soins palliatifs, il n'y a pas beaucoup de place en France et souvent ces soins palliatifs, ils sont administrés à domicile parce que la prise en charge familiale des cancers au Maroc est très supérieure à la prise en charge familiale en France et que c'est au médecin généraliste qui conviendra de faire les prescriptions, pas mal, pas soif, pas peur. Alors, le rôle des généralistes est fondamental tout au long de l'évolution des cancers du sein, mais le paramètre, et je voudrais là rejoindre mon collègue de tout à l'heure, le nouveau paramètre qui s'aggrave, c'est la toxicité financière. Les médicaments coûtent de plus en plus cher, on en donne de plus en plus longtemps, et un certain nombre de patients ne vont pas pouvoir payer. Et donc, je vous donne l'exemple de la chirurgie aujourd'hui.
à gauche, vous avez un bistouri qui doit coûter, je pense, 20 dirhams à la pharmacie du coin. Et le robot Da Vinci, c'est 1,2 million à 1,4 million en fonction du modèle que vous utilisez, plus 350 000 € de fonctionnement par an. Et donc, il faut, avant de décider de faire de la chirurgie sous robot, alors c'est vrai que ça fait plus chic si vous avez un cancer de la prostate et que vous avez un chirurgien qui vous dit « je peux vous opérer sous robot » et l'autre qui vous dit non. Et celui qui vous dit « sous robot, peut-être que je pourrais conserver vos nerfs érecteurs ». Bah, évidemment, on va tous aller se faire opérer par un robot, enfin par un chirurgien qui opère avec un robot. Mais actuellement, la question se pose vraiment, dans un certain nombre d'interventions chirurgicales, du bénéfice fourni par la chirurgie sous robot. Et je pense que cette question de la toxicité financière va venir, et probablement dans les discussions que vous avez dans les ministères, c'est une chose très importante. Et je vais clore ma conférence là-dessus.